Donc, je vais m'intéresser moi aussi, en me rattachant à la fois à ce que vient de dire Mathieu Le Tourneux, dans une perspective plus début et milieu du 19e siècle, et à ce qu'on a déjà pu dire des étiquettes de genre, de ce qui faisait étiquette, avec un lien effectivement avec l'éthos. Donc je vais m'intéresser à une estampille, à une étiquette qui n'est pas attendue en termes de codification de genre, mais qui, à mon sens, fait obliquement genre. Il s'agit d'un mode très efficient de désignation, de présentation d'œuvres et de romanciers tout au long du siècle, ou d'œuvres par les romanciers, et qui se décline en cascade donc tout au long du siècle. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de cette pratique qui consiste à présenter les romanciers et donc leur production en les affiliant à l'autorité de certains de leurs devanciers, à la fois pour les accréditer, pour les présenter, pour les faire connaître, et pour suggérer aussi synthétiquement quelque chose de ce que serait leur tempérament romanesque. Alors, précisément, ça donne des désignations de type, pour Walter Scott, pour Fenimore Cooper, le Walter Scott américain, Walter Scott qui se verra affilié à toute une série de nouveaux auteurs français pour les décrire, et puis dans une période un peu plus récente, Jules Verne qui va devenir aussi une plateforme de désignation de toute une série d'autres auteurs et donc de productions qui vont avec. Alors, ces qualificatifs innombrables dans le paratexte, là je vous demande de me croire, pas seulement dans les préfaces et dans les publicités, mais aussi dans les encyclopédies, dans les dictionnaires littéraires d'époque, me semblent témoigner, au-delà de la facilité parfois journalistique du procédé, parfois l'incontinence aussi journalistique du procédé, d'une aperception immédiate, d'une forme de pratique usuelle et non formalisée dans le discours paratextuel sur le romanesque, donc pratique du genre dans le discours paratextuel sur le romanesque. À défaut de mieux, et pour le moment, j'ai appelé ça, donc, comme vous le voyez, auteur genre ou auteur générique. Je suis ouvert à toute autre proposition. Alors, les fonctions, pour en dire deux mots, c'est cette pratique ou cette expression, cette estampille sert à organiser les corpus d'une façon un peu primitive, dès le début du 19e siècle, à étiqueter des pans entiers de production et à signaliser quelque chose de l'horizon d'attente minimal, tissant ainsi, chemin faisant, génération après génération, des vrais lignages génériques. Je vais modestement, dans le temps qui m'est imparti, d'abord tenter d'historiciser cette pratique et de voir la succession un peu significative des auteurs genres par rapport aux genres qui sont attendus de l'affiliation à différents auteurs. Je préciserai ça donc dans le cours de l'exposé. Et puis je vais la confronter, cette pratique d'affiliation générique à travers un nom d'auteur, à un autre phénomène qui va permettre d'accréditer les auteurs à une période un peu plus récente, à partir du milieu du 19e siècle, c'est les romanciers qui s'autorisent du voyage, donc qui ne constituent plus leur ethos seulement par référence aux devanciers, c'est-à-dire dans un lignage générique, mais aussi en ressentant le besoin de dire « j'y suis allé et je ramène à travers mon roman un témoignage ». D'où un paradoxe entre deux types d'éthos que je vais essayer d'explorer à la fin rapidement à travers trois exemples de romanciers, Aymar, Bousnard et Motta, pour les citer chronologiquement. Alors il me semble indéniablement que c'est Walter Scott qui a été le premier passeur du phénomène dont je vous parle. Son importance pour l'histoire littéraire européenne est au moins comparable à son importance pour le phénomène en question. Il est l'emblème inaugural de l'auteur-genre. Qu'induit-il et que fait-il qu'il s'est vu autant mobilisé pour désigner d'autres auteurs par sa suite ? C'est une généricité particulière, c'est la refonte romanesque d'un tempérament national ou sectionnel. Quand je dis sectionnel, c'est au sens anglo-saxon, c'est-à-dire régional. L'Écosse de Walter Scott posant toujours la question de savoir si c'est l'imaginaire national ou un imaginaire régional qui est traduit. C'est en tout cas une qualité générique qui est très recherchée en Europe et qui va faire parallélisme pour de nombreux auteurs qui vont s'inscrire dans le champ. Le Mercure de France du 19e siècle se pose la question en 1830. Quand aurons-nous un Walter Scott français dont les annales sont si pleines de faits et de dramatiques. Donc chaque pays va vouloir son Walter Scott, d'abord dans le champ du romanesque plus ou moins historique national. J'ai relevé toute une série d'occurrences. On a pu dire de John Benham qu'il était le Walter Scott irlandais, de Bronikowski qu'il était le Walter Scott polonais, de Josika le Walter Scott hongrois, Van Lennep le Walter Scott hollandais, Henri Mock,
qui nous est particulièrement cher en Belgique, le Walter Scott de la Belgique, et Alessandro Manzoni, le Walter Scott italien. Dans sa vie de Rossini, Stendhal va même tenter le Walter Scott de la musique pour qualifier Mozart. Il se réfère au goût du descriptif qui unirait l'un et l'autre. Et à un siècle de distance, Pierre Benoît, le journal se demandera de lui si finalement il n'était pas le Walter Scott français. Il entrera quelques années plus tard à l'Académie française, ceci expliquant peut-être cela. Pour montrer que l'expression fait sens et fait genre, un ouvrage collectif porte le titre « Le Walter Scott des enfants », publié en 1850, et les auteurs eux-mêmes commencent à l'investir, puisqu'on trouve dans l'éducation sentimentale cette mention qui nous dit que Frédéric ambitionnait d'être un jour le Walter Scott de la France. Alors, je vous ai dit qu'il y a aussi tout un pan de littérature régionaliste à qui Walter Scott va servir d'étiquette accréditante aussi. Je vous en ai donné quelques exemples. Les plus connus, c'est Georges Sand et Barbey d'Aurevilly, évidemment, qui est cité 2 fois sur le PowerPoint, pardon. Barbey d'Aurevilly, c'est assez intéressant parce qu'il s'est revendiqué lui-même comme le Walter Scott normand. C'est le titre d'un essai qui lui est consacré par Henri Bordeaux. Bourget parle de lui dans une préface de la fin du XIXe siècle comme du Walter Scott du Cotentin. Et Copé, qui écrit à l'occasion de sa mort, je pense dans le Figaro, écrira que c'était le Walter Scott de la chouannerie. Là aussi, en termes d'histoire sectionnelle et non plus nationale, donc histoire un peu plus clivante, Barbey d'Aurevilly a pu se servir ou être utilisé à travers Walter Scott. Et il y a aussi Zénaïde Fleuriot pour la Bretagne, Charles Buet pour la Savoie, etc. Alors néanmoins, il y a des limites à cette affiliation à Walter Scott dont, à un certain moment du siècle, les contemporains semblent vite se rendre compte. Walter Scott était encore associé à une forme de docte écriture, d'une écriture qui ne se livrait pas de manière débridée à un romanesque gratuit. Il y avait encore l'idée d'exhumation de l'histoire d'une nation ou d'une région un peu compilatoire, documentaire, savante, docte, comme je l'ai dit. Et donc, ça ne va pas rendre facile l'association de Walter Scott avec des écrivains qui s'inscrivent dans un cadre plus médiatique, plus populaire, plus généreusement romanesque. Il va falloir passer à un autre auteur-genre. C'est pour ça, par exemple, que Lamartine associera Walter Scott dans cet extrait. Voilà l'homme qui écrivait à lui seul une bibliothèque de son siècle, le Walter Scott de la France, non le Walter Scott des paysages et des aventures, mais ce qui est bien plus prodigieux, le Walter Scott des caractères. Ce n'est pas de Dumas, ce n'est pas encore moins de Gustave Aimard ou de Jules Verne dont on peut parler Lamartine, c'est de Balzac. Donc la limite de l'affiliation à Walter Scott, ce serait une forme de glissement vers une narrativité romanesque plus généreuse. Il faudra passer à un autre auteur-genre qui serait, à mon sens, en laissant le cas de Dumas de côté, qui est un peu particulier et sur lequel je pourrais peut-être répondre s'il y avait une question. Je vais aussi pratiquer la vieille technique. Le Walter Scott américain, c'est-à-dire Fenimore Cooper, qui va ouvrir une brèche à la désignation à travers lui d'un romanesque, comme je le dis, plus centré sur ses propres ambitions romanesques et moins compilatoire, descriptif, documenté. On va vers une généricité d'aventure avec Fenimore Cooper, qui, quantitativement, est l'autre immense source du procédé dont j'essaie de retracer à grandes lignes les jalons. D'ailleurs, Walter Scott et Fenimore Cooper sont d'emblée associés. C'est le Walter Scott américain pour à peu près tout le monde, qui que ce soit qui se charge d'introduire dans un pays Walter Scott, principalement en France où il a eu un succès énorme, en parle comme ce qui se charge d'introduire Fenimore Cooper, en parle comme du Walter Scott américain. C'est assez universel. Alors, ils sont d'emblée associés. Le Figaro du 3 juillet 1826 se demande même s'ils se sont déjà rencontrés. Ils se rencontreront de fait un peu plus tard. Et il y a en plus une raison génétique, en plus de générique, qui peut permettre leur affiliation, c'est que Fenimore Cooper dira avoir écrit son premier roman en se lançant le défi de faire comme Walter Scott, un défi qui se serait lancé avec sa femme pour l'histoire un peu plus génétique. Néanmoins, donc, de l'auteur-genre Walter Scott à l'auteur-genre Cooper s'est opéré une forme de glissement, d'horizon d'attente, de connotation générique, qui me semble décelable dans une autre expression qui sert à introduire Fenimore Cooper, c'est l'expression de Walter Scott des sauvages. Pourquoi glissement ? Parce que dans ce qualificatif de
roman des sauvages ou de Walter Scott des sauvages, il y a l'idée de faire le roman non plus de l'histoire, mais de ceux qui sont présumés dans la thématologie 19e ne pas avoir d'histoire. Ceux qui sont vides de toute histoire, ceux qui sont dans l'antériorité à toute histoire, c'est-à-dire les sauvages. La sauvagerie en plus, et Mathieu Le Tourneux l'a montré dans son essai, deviendra une norme structurale d'un romanesque décomplexé et du futur roman d'aventure. Il y a toujours une sauvagerie à laquelle s'affronter dans les romans d'aventure, en un sens structural, quels que soient par ailleurs les types d'exotisme qui seront convoqués. De là, à partir de Fenimore Cooper, va se développer une pratique qui va introduire, cette fois-ci, des romanciers de la génération du roman feuilleton, à commencer par Eugène Sue, dont la Revue de Paris fait campagne dès les premiers récits dans les années 30 autour de l'idée qu'est arrivée à travers Eugène Sue, le Fenimore Cooper français. Eugène Sue, et ça c'est la première occurrence, va se réapproprier lui-même le phénomène en ouvrant ses mystères de Paris, donc quelques années plus tard, en disant, en commençant par dire de Cooper qu'il a été le Walter Scott américain, et en s'inscrivant lui-même dans ce lignage des deux auteurs, mais pas directement à Scott à travers Cooper, et donc cette idée de sauvagerie qui reste importante pour ouvrir à un romanesque décomplexé de la docte-histoire à laquelle en somme se livrait encore Walter Scott. De là, dans le roman populaire et avec les phénomènes de médiatisation qu'on a bien expliqués, va se spécialiser cette pratique de l'auteur-genre, va se systématiser cette pratique du non-lignage générique dans une sorte de maillage transgénérationnel et transnational pour inscrire les nouveaux entrants dans le champ, qui sont de plus en plus nombreux, pour présenter comparativement les imports étrangers, tous les romanciers populaires des pays qui ne sont pas en France ne sont pas forcément connus des Français. Et donc, du coup, c'est une étiquette minimale, usuelle, bien pratique pour les faire découvrir et dire quelque chose de ce qui serait le sous-genre aventureux dans lequel ils s'inscrivent. Je vais prendre deux galaxies génériques exemplaires. Il y a déjà celle du roman de l'Ouest qui tourne autour de Fenimore Cooper au sens strict, puisqu'il a écrit des romans de sauvages et de l'Ouest. On a pu dire de Gabriel Ferry, de Gustave Aimard, qu'ils sont les Fenimore Cooper français. Là, les occurrences sont assez innombrables. En Allemagne, tout le monde dira de Karl May qu'il a été le Cooper allemand, mais on dira aussi de lui qu'il a été le Gustave Aimard de l'enfance allemande. Donc voilà l'idée de maillage autour d'auteurs genre qui se systématise dans le roman populaire. Et Gustave Aimard, on a aussi pu dire de lui, moins fréquemment, qu'il a été le Menride français, Menride étant son homologue anglo-saxon. Il a d'ailleurs les mêmes dates de naissance et de mort que Gustave Aimard, Menride. Et il y a enfin, un peu plus tard, la plateforme, ce que j'appelle la plateforme Jules Verne. Donc Jules Verne va être une espèce de plateforme de désignation, affiliation, étiquetage de plein d'autres romanciers qui s'inscriront dans son sillage générique. On dira d'Emilio Salgari en Italie qu'il a été le Jules Verne italien, d'H.G. Wells qu'il a été le Jules Verne de l'Angleterre, de Bousnard, je reviendrai sur cette expression de Bousnard qu'il a été le petit Jules Verne ou le Jules Verne de la Beauce, de Luigi Motta qu'il a été le Louis Bousnard italien, là aussi j'y reviendrai, de Karl May qu'il a été le Jules Verne allemand, d'Erckmann, Chatrian qu'ils furent les Jules Verne du patriotisme, de Danrit, qu'il fut le Jules Verne militaire, et de Georges Méliès, un peu plus curieux, mais il est vrai, il avait adapté Le Voyage dans la Lune au cinéma, qu'il a été le Jules Verne du cinématographe. À côté de ce phénomène, qui fait donc écho à la surmédiatisation du roman populaire à partir du mi-temps du siècle, se présente un autre phénomène auquel les romanciers vont beaucoup tenir pour s'accréditer eux-mêmes. C'est un phénomène qui touche à ce que Sylvain Venner a appelé la mystique de l'aventure, que je retrace en de très rapides esquisses. Il y a d'abord à partir de 1848 la ruée vers l'or qui pousse un certain nombre d'émigrés à s'en aller vers le nord du Mexique ou la Californie, mais aussi des départs de corps francs d'aventuriers qui vont tenter d'aller se tailler quelques républiques improbables dans ces régions-là, notamment français, avec le fameux Rousset Boulbon. Ça culminera dans l'expédition mexicaine de Maximilien quelques années plus tard.
Et puis, dans une période un peu successive, il y a la formation des grands empires coloniaux, l'ère des explorateurs avec Stanley Burton, dont les exploits sont cette fois-ci plus institutionnellement relayés par des grands périodiques comme le Tour du Monde, le Journal des Voyages. L'aventure devient géographique, scientifique, volontiers compilatoire et plus institutionnalisée que peut-être 15 ans auparavant. La preuve par le voyage, dès lors, par l'aventure vécue, commence à concurrencer celle par l'auteur-genre, par la garantie du vénérable devancier, d'une certaine manière. Tout se passe comme si l'accréditation scripturale, reçue par tradition, celle au fond qui commençait avec le motif du manuscrit trouvé dans les romans gothiques, était remplacée ou était concurrencée dans les publicités et les mêmes avant-propos par l'exposé d'un pédigré actuel de baroudeur que s'octroierait le romancier, de façon plus ou moins fallacieuse d'ailleurs. Tout se passe aussi comme si, à travers ce deuxième ethos, celui qui l'autorise du voyage ou qui l'autorise par le voyage, le roman d'aventure ou le romancier d'aventure voulait compenser son intégration et sa banalisation peut-être médiatique croissante par une forme de dernière illusion testimoniale, une sorte de supplément d'armes hors système, hors média, à une époque où le champ fait de plus en plus système et média. À ce stade, le roman d'aventure ne saurait plus se contenter du romance, donc il doit aussi se revendiquer d'une forme d'ancrage, que je n'appellerai pas le novel, mais au moins d'une forme d'ancrage, d'actualité. C'est ce que je vais explorer. Donc, évidemment, ça peut créer un ethos, un paradoxe, lorsque les deux ethos sont coprésents au sein du dispositif de présentation d'un même romancier, que je vais explorer à travers 3 exemples, et je commence par celui de Gustave Aimard, qui est le plus ancien chronologiquement de mes 3 exemples, dont le premier roman de l'Ouest, qui est le premier roman de longueur respectable qu'on lui connaisse, Les Trappeurs de l'Arkansas, va être anticipé par des réclames, notamment une réclame dans Le Voleur illustré, c'est Alexandre de Bragelonne qui écrit, et qui rend compte déjà de cette double articulation d'éthos, en commençant par dire, c'est le premier passage en grâce, que Gustave Aimard est un rival de Cooper, du capitaine Menrid et de Gabriel Ferry, destiné à les égaler, si ce n'est à les faire oublier tous les 3. Il y a donc un présupposé qui est, même en faisant d'Aimard un rival, de s'appuyer sur un socle d'attribution par auteur-genre, pour situer minimalement l'horizon d'attente des lecteurs, pour le roman qui va venir et qui n'a pas encore paru. On dit ensuite, cependant, que ce n'est point un tableau de fantaisie, une peinture d'imagination, un pastiche de Fenimore Cooper. C'est la nature prise sur le fait, entre parenthèses que propose Aimard. Vous retrouvez plus bas l'image de la photographie, qui me semble aussi significative de cet autre ethos, de cette autre perspective, par un homme qui peut dire, lui aussi, comme le héros de l'Énéide, en parlant des événements qu'il raconte, « J'ai fait partie de cela ». Lorsque paraît le roman, effectivement, il y a encore un avant-propos, un avis au lecteur plus précisément, qui enfonce le clou, et de manière un peu plus radicale, puisque Aimard, qui l'a probablement écrit lui-même, on n'en a pas de preuves, mais en tout cas c'est sans nom d'auteur, il est possible qu'il l'ait écrit lui-même, commence par dire « on a beaucoup écrit sur l'Amérique », faisant référence sans même plus les citer à ces fameux devanciers, et se reprend tout de suite en disant « Monsieur Gustave Aimard a été plus heureux que ses devanciers, cependant ». Se décline alors toute une série de péripéties, fiévreuse existence, chasseur intrépide, il a poursuivi le bison avec les sioux et les pieds noirs dans les prairies de l'Ouest, perdu dans le Del Norte et ce sable de désert mouvant qui a enseveli tant de victimes, il a erré près d'1 mois en proie aux horreurs de la faim, de la soif et de la fièvre. 2 fois, il a été attaché par les Apaches au poteau de torture, esclave des Patagons, du détroit de Magellan. Donc vous voyez que les distances géographiques sont assez considérables. Pendant 14 mois, en but au plus cruel traitement, il échappe par miracle à ses persécuteurs. Ce ne sont donc pas des romans que M. Aimard écrit aujourd'hui, c'est sa vie qu'il raconte. Alors qu'entre parenthèses, c'est l'un des auteurs de romans de l'Ouest fonctionnellement les plus génériques qui soient pour cette matière. C'est assez paradoxal. Ses espoirs déçus, ses courses aventureuses. Nul donc mieux que lui n'était en état de soulever le voile qui cache les habitudes étranges des Indiens, des Pampas et les hordes nomades qui sillonnent dans tous les sens les vastes déserts de l'Amérique. Voilà la double articulation avec laquelle Aimard, de façon encore un peu velléitaire, parce que pas soutenu par un réel périodique qui lui assure le voyage, s'inscrit dans le champ.
Il s'inscrit dans le champ d'abord par adossement rapide au père, pour simple repérage, et puis l'originalité, le supplément d'âme qu'il veut apporter, recours à la mystique de l'aventure. Mon deuxième exemple est plus élaboré institutionnellement, c'est la construction de Louis Bousnard comme romancier d'aventure. Alors, Louis Bousnard s'inscrit plutôt dans le sillage de Jules Verne. On l'appelle beaucoup le petit Jules Verne, le Jules Verne Beauceron, pardon. Beauceron, j'ai peut-être dit Beausois tout à l'heure, auquel cas je me serais trompé, qui fait partie au départ de la masse des collaborateurs et des feuilletonistes qui participent à l'aventure du Journal des Voyages, qui est fondé en 1877, dans les pas de l'aventure un peu map-monde développée par Jules Verne, en tout cas dans le même esprit géographique de l'aventure. Il va publier au départ 2 romans feuilletonnés, sérialisés dans le périodique à travers l'Australie, qui deviendra en volume Les Millions de l'Opossum Rouge, et Le Tour du monde d'un gamin de Paris, qui le distinguera des autres collaborateurs par son succès. Vous voyez, l'analogie avec Jules Verne est assez évidente, ne serait-ce qu'à lire le titre. Ce qui va donner l'idée au Journal des Voyages de donner pour Bousnard une espèce de supplément d'âme qui recourt à la mystique de l'aventure que Jules Verne n'avait pas cru nécessaire de développer. Cette partie de l'éthos de Jules Verne, l'aventure chez Jules Verne n'est pas quelque chose sur l'aventure qu'il aurait vécue lui-même n'est pas une ressource qu'il a énormément exploitée dans la construction de son éthos, comme si son succès et le type d'aventure qu'il était parvenu à écrire se suffisait à eux-mêmes et que sa production finalement parlait. D'ailleurs, il a eu la réputation très longtemps de n'avoir jamais voyagé, d'être resté à Amiens, alors que paradoxalement c'était faux. Donc c'est pour dire s'il n'a pas tiré sur cette corde de l'éthos aventureux. Bousnard entend peut-être lui faire pièce ou le dépasser de ce point de vue-là en se servant de cet éthos, ce qui fait que le Journal des Voyages va organiser pour lui un voyage de 6 mois en Guyane, colonie française, qui n'est pas seulement relayé à coup de réclame par le Journal des Voyages lui-même, mais aussi par la presse de l'époque. Premier exemple dans le Gaulois, à la veille de son départ, on nous dit qu'il est offert par les gens de la presse un repas fraternel pour Bousnard, qui s'apprête à partir dans les conditions qu'on nous décrit, payé donc par le Journal des Voyages. Donc la dimension institutionnelle par rapport à Aymar est intéressante. Et à son retour, 6 mois plus tard, février 1880, on nous dit, notre confrère, M. Bousnard, dont nous annoncions le départ pour la Guyane il y a 6 mois, est de retour à Paris depuis hier soir, après un voyage rempli de péripéties intéressantes et mouvementées dont le Journal des Voyages ne manquera pas de faire un compte-rendu intéressant. M. Bousnard a eu la chance d'échapper à des accès de fièvre pernicieuse et même à un simili-naufrage. La notion de simili-naufrage étant intéressante, puisqu'il était à bord du Saint-Germain qui s'est échoué en face de la Guadeloupe et a été rapatrié par le Nil du Royal Mail. Pour un voyageur endurci, on ne pouvait désirer mieux. Vous voyez l'analogie avec la liste des aventures de Gustave Aymar pour les extraits précédents. Donc là aussi, construction insistante, y compris ailleurs que dans le Journal des Voyages lui-même, de cet éthos aventureux qui a une valeur d'accréditation un peu hors genre, hors média. Alors, tout le monde ne s'en fera pas compter, puisque ce double éthos savamment construit n'a pas convaincu Albert Robida, qui en témoigne dans la double page de texte et de dessin que va en donner son journal, La Caricature. Plusieurs vignettes qui reconstituent le voyage y remettent en évidence la contradiction d'éthos, ici génératrice d'humour, de l'écrivain en chambre qui se pique soudain et de manière un peu surcommunicante, entre guillemets, d'aventure. L'humour de Robida découple ici en quelque sorte la coprésence un peu harmonieuse des deux éthos par lesquels Bousnard s'était construit. J'aimerais pouvoir en parler aussi bien qu'on nous a parlé d'illustration hier. Je me contenterai d'une des vignettes où Bousnard, pris par une espèce d'intuition d'écrivain face à un quelconque paysage, se met à écrire sur le dos de son guide indigène l'idée qu'il vient d'avoir. Donc toujours l'idée du romancier qui est héritier d'une tradition et qui ne parvient pas à faire croire qu'il peut se muer aventurier sur un coup de dé du Journal des Voyages. J'en viens à mon troisième exemple, qui est complètement concaténé aux deux précédents. C'est celui de Luigi Motta, qui, par une espèce de parallélisme intéressant, de la même façon que Bousnard était perçu comme le petit Jules Verne, sera perçu, lui, Motta, par rapport à Salgari, qui est le Jules Verne italien, comme le petit Bousnard. Il y a une espèce de parallélisme assez patent dans le paratexte italien et même français par rapport à Luigi Motta. Il est le petit Bousnard
de la même façon que Salgari, son devancier, est le Jules Verne italien. Alors, je vais m'intéresser à un objet médiatique particulier qui est paru en 1934, c'est le volume Il Devastatore delle Giungle, qui contient un récit sur lequel je reviendrai, Le avventure di un esploratore, mais qui est d'abord préfacé par Bousnard. Donc Luigi Motta reprend une préface que Bousnard avait écrite en français pour le volume de l'Océan de Feu de Motta, donc paru chez Talandier au début du siècle, qui va être traduite en italien dans ce volume, et dans laquelle donc Bousnard se livre à une accréditation sur sa propre image, donc en y consentant de manière active, du Bousnard italien, en quelque sorte, que serait Luigi Motta. Là, il y a eu un petit décalage. Donc, je traduis rapidement. Que dit Bousnard? Il dit que Motta, encore enfant, le brillant écrivain italien, était déjà pris par la fureur des aventures. Écrivain turbulent et intelligent, il aimait avec grande passion les expéditions lointaines et les aventures fabuleuses qu'il fut un temps illustrer les héros de Cooper et de Menred. Ethos d'identification auteur-genre, mais d'emblée, Bousnard se reprend, il était aussi, Luigi Motta, attiré irrémissiblement par le mirage fascinant des horizons, et donc il devint marin. Effectivement, il a essayé, enfin, il n'a pas fait plus qu'une expédition à cabotage, Luigi Motta, sur les côtes de l'Adriatique, mais comme Salgari d'ailleurs. Mais malgré tout, Bousnard tient à fixer cet ethos qui lui avait servi près de 30 ans plus tôt pour son espèce d'élève ou son filleul romanesque. Ces romans, conclut Bousnard à propos de Motta, ont l'inexprimable parfum de la chose vécue. Ils se distinguent en cela des voyageurs de cabinet. Donc c'est toujours la même double articulation. Ce qui est intéressant et qui montre qu'on a à chaque fois un tour d'écrou supplémentaire dans la maîtrise de cette double stratégie, c'est que Motta va rendre l'appareil à Bousnard à travers... Et rétrospectivement, parce que Bousnard est mort en 1934, depuis longtemps, il est mort en 1910, je crois, va rendre l'appareil à Bousnard en mettant Bousnard en scène en tant qu'auteur aventurier dans l'une des nouvelles du recueil, Le avventure di un esploratore. Motta revient sur le voyage en Guyane de Bousnard, à plus de 50 ans de distance, et met en scène Bousnard comme le héros de ce récit de voyage, alors que Bousnard avait ramené de Guyane un roman qui ne le mettait pas directement en scène, Les Robinsons de la Guyane, qui était une robinsonnade accréditée par l'expérience supposément vécue par Bousnard en Guyane, mais dans laquelle il ne se mettait pas lui-même directement en scène. C'est le pas que franchit Motta pour remercier Bousnard donc de son accréditation par auteur-genre. Alors j'ai relevé l'un ou l'autre extrait. Donc le récit est encadré par une espèce de conversation entre les deux auteurs où Bousnard ferait la confidence de son aventure à Motta en disant: un jour, ainsi raconte le sympathique voyageur Bousnard, donc, je devais descendre le cours tranquille du Rio Maroni, et à la fin, retour vers la scène de conversation-confidence, après que toutes ces aventures fiévreuses se soient déroulées. Luigi Bousnard termina ici sa narration, il ne voulait pas s'étendre plus, mais si j'avais pu, écrit Motta, feuilleter son album de souvenirs personnels, combien et combien de choses encore j'y aurais trouvé. Encore une fois, un échange de bons procédés. Bousnard termine en conseillant à Motta de s'intéresser désormais aux matières de l'Orient. Donc voilà, l'espèce de conversation mise en scène me semble témoigner d'une maîtrise de plus en plus perfectionnée de cette double articulation d'éthos. C'est un objet éditorial assez extrême que ce recueil de récits de Motta. Quant aux deux phénomènes que j'ai abordés, donc je synthétise et je termine, c'est en même temps ma conclusion. Préfacé par Bousnard, il octroie l'éthos d'auteur de Bousnard en faisant de Motta son filleul, lequel Motta remercie son devancier en le reconfirmant à son tour, mais cette fois dans son autorité aventureuse.
Ces croisements de bons procédés sont la preuve, à mon avis, que les romanciers d'aventure et leurs éditeurs jonglent de mieux en mieux. Ça correspond assez à la standardisation dont vous avez parlé, avec ces processus, avec ces modalités, ces deux modalités d'affirmation d'autorité des romanciers populaires et aventureux, plus précisément. C'est à la fois un zénith technique et aussi un début de déclin du romanesque d'aventure qui aura plus de mal à perdurer après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie.